Il était une fois Sulpice le Pieux, né vers 570 à Voitan, dans le Berry. Il fut archichapelain de Clotaire II en 615, puis évêque de Bourges. D'une grande renommée dans la région pour avoir construit beaucoup d'églises et monastères et fait supprimer un impôt exorbitant sur la ville de Bourges, son décès, le 17 juin 647, fut pleuré dans toute la province. De nombreux lieux de culte, pour prier à sa mémoire, ont dû être érigés un peu partout, dont un à Saint-Souplet. Ce qui remonterait l'origine du nom actuel de notre village vers le 8e siècle. Le site fut habité dès la plus haute antiquité. En témoigne la quantité de silex, haches celtiques, polissoirs, ainsi que par les Gallo-romains, dont la trace se retrouve dans le nom de nombreux lieux-dits où ont été retrouvées briques, tuiles et poteries. Situé sur un plateau, à 127 mètres d'altitude, Saint-Souplet fait partie du canton de Dammartin, arrondissement de Meaux, région Île-de-France. Sa population a longtemps oscillé aux alentours de 600 à 800 habitants. C'était autrefois une paroisse de l'archidiaconé de France, doyenné de Dammartin, collateur le chapitre de Meaux. L'un des principaux seigneurs était le prince de Condé, et bien que faisant partie du diocèse de Meaux, Saint-Souplet était régi par les coutumes de Paris. Le village était divisé en de nombreux fiefs, comme celui des Carnot, des Bureaux, du Château, de la Malmaison, de Vitry, de Molny, des Verrières, de la Chevet, des Tournelles et enfin de la Pinonne. Tous ces fiefs appartenaient à de très grandes familles. Ils ont été dispersés au moment des successions. Certaines fermes existent toujours de nos jours, comme la ferme du Château, de la Malmaison, de la Chevet et la ferme Boisseau. De nombreux établissements religieux se partagent aussi les terres. Le prieuré Saint-Nicolas de Noéfort, la chapelle Saint-Leu, le chapitre de Meaux, les carmélites Saint-Jacques de Paris, le chapitre Saint-Saintin de Meaux, l'abbaye de Changes, la commanderie de Choisy-le-Temple, le séminaire de Meaux, l'abbaye de Chambrefontaine, le monastère de Fontaine-la-Nonne à Marcilly, la fabrique de Nanteuil-les-Meaux, les seigneurs de Montion et le grand hôtel-dieu de Meaux. Tous les biens possédés par ces établissements ont été vendus à la Révolution comme biens nationaux. C'est dans la maison du maire que se font les premières réunions de conseil. Très vite, les conseillers ne sont pas d'accord. En 1833, les réunions se font à l'école, mais il faut attendre que les classes soient terminées. En 1861, le maire fait faire des plans qui ne vont jamais. Il faudrait mettre la classe au rez-de-chaussée, la mairie au premier, le logement de l'instituteur au second. On change. Mairie au rez-de-chaussée, classe au premier. Non, cela ne va pas. Pas de traces de plan, ni de dossier, mais l'immeuble est définitivement construit. Très vite, les classes sont devenues insuffisantes, et il est rajouté 2 classes à l'arrière du bâtiment. La population augmente sans cesse. C'est derrière, dans la cour, que seront construites les nouvelles classes. Puis, la section maternelle est détachée de l'école élémentaire, baptisée Henri Caroli en 2001, et ira s'installer dans des locaux flambant neufs, près de la nouvelle mairie. À la demande des habitants, une cantine est construite en 1982. En 1650, il y a trace d'un maître d'école dans le village, mais en 1718, Jacques Halley est choisi comme maître d'école et ses descendants vont occuper les lieux jusqu'en 1839. D'après une description, cette école se trouvait sur la place actuelle, entre l'église et l'ancien cimetière. Nicolas Tronchon, qui a acheté le château de Molny en 1815, s'inquiète de l'instruction des enfants et fait avec sa femme don d'une maison qu'il possède à Saint-Souplet pour y créer une école d'enseignement mutuel. La mairie est devenue trop petite et ne peut s'agrandir. Les héritiers de Madame Mackintosh, propriétaire du château de Molny, ancien fief,
font une proposition au maire. Les conseillers sont d'accord, tout va très vite. Le 24 novembre 1970 est signé l'acte de vente. Des travaux sont réalisés et la mairie s'installe dans ses nouveaux locaux. Encore une fois, les bureaux d'accueil et la salle de réunion sont devenus trop petits. En 1996, l'agrandissement est décidé, derrière, dans le parc. Les services de la mairie emménagent dans leurs nouveaux locaux en septembre 1999. C'est dans l'ancienne mairie que les services de la Poste, eux aussi à Détroit dans leurs anciens bureaux, sont venus s'installer après le déménagement de la mairie. L'église, rebâtie en partie au 5e siècle à 3 nefs, un gros pilier rectangulaire qui date du XIIIe siècle, des fenêtres plein cintre de la 3e époque romane. L'ensemble a été remanié au XVe siècle, consacré le 26 août 1492, comme indiqué sur la pierre de l'autel de la chapelle nord. Près du clocher devait être la chapelle seigneuriale, la famille Bureau étant à cette époque propriétaire du fief du château. Située au ras d'une route très fréquentée, la costière nord s'est petit à petit enfoncée et déjà, en 1851, le conseil très inquiet demande des devis, rapports d'urgence ou non d'urgence, situation de péril, demandes qui vont se succéder durant de nombreuses années. Enfin, en 1981, commencent les travaux de rénovation qui vont durer environ une quinzaine d'années. Durant cette rénovation, de superbes peintures murales sont mises en évidence. Ils ont été restaurés, dont les plus récentes datent de 1650 ou 1700, mais en dessous se trouvent des fresques pouvant être datées de 1520 et 1550. La commune est alimentée en eau par différents puits creusés un peu partout, mais en période de sécheresse, ils étaient souvent à sec. C'est en 1846 que le conseil s'inquiète du problème. 3 sources, près du bois de Monger, vont être réalisées et par tuyau, l'eau sera acheminée à une fontaine. Il faut acheter un terrain, les transactions vont être longues. Enfin, la fontaine est inaugurée par M. Béguet, maire en 1855. Un lavoir rénové tout récemment et un abreuvoir qui sera très vite démoli vont être construits juste à côté. Un réservoir va bientôt remplacer les sources. Les besoins en eau augmentent sans cesse. Un autre puits est creusé au lieu-dit La Treille en 1976 et un deuxième fut foré juste à côté en 1987. Saint-Souplet fut au cœur de la bataille de la Marne. Le 5 septembre, la bataille commence à Montion, où est livré vers midi le premier coup de canon. La bataille s'engage dans la plaine et vers Saint-Souplet, dans le bois des Tillières. 78 morts y sont dénombrés. Un monument commémoratif est construit. Déplacé en 1981, il se trouve maintenant à l'entrée de la cour de la mairie. C'est un des rares monuments aux morts où sont inscrits d'un côté les soldats du village tués au cours du conflit et de l'autre les soldats tués lors des combats des 5 et 6 septembre 1914. En 1869, un projet très intéressant est en préparation par les Ponts et Chaussées. La construction d'un tramway entre Meaux et Dammartin. 41 ans de tracé, sans arrêt modifié, de plans de financement fluctuant au gré des élections. Enfin, le 23 novembre 1910 a lieu l'inauguration. La guerre de 1914 arrête le trafic, qui reprend faiblement en 1921. En 1935, un service de car est mis en route entre Saint-Souplet et la gare du Nord, et entre Meaux et Saint-Souplet. En 1938, la ligne est fermée au public, à titre provisoire, le 1er septembre 1938. La Seconde Guerre mondiale aura raison du TACO. En 1943, les Allemands démontent les rails entre Saint-Souplet et Dammartin. La sucrerie de Villenoy, qui en 1938 avait racheté la section Meaux-Saint-Souplet pour le transport des betteraves, cesse cette activité en 1958, des travaux trop importants devant être faits sur la voie.